Bernard Guigrand, nutritionniste clinicien. Alors, il se trouve que le rapport, on l'avait vu avant, puisque d'ailleurs les cahiers de nutrition en ont rendu compte et ça paraîtra dans le numéro de décembre. Ouais, le rapport est un excellent rapport. Il pose très très bien les problèmes et comme vous l'avez souligné là dans cette table ronde, on institue la nutrition au sein des problématiques globales et on ne peut que s'en féliciter évidemment. Si je reviens à votre présentation, votre première diapositive était évidemment excellente, mais à mon avis, il y manquait quelque chose. Il y manquait les caractéristiques individuelles des gens. Parce qu'une politique publique va s'adresser à l'ensemble d'une population. Or, cette population est hétérogène, comme vous l'avez d'ailleurs tout à fait souligné, en voulant faire la promotion d'un ciblage. Si on cible, ça veut dire qu'on isole un groupe de la population au milieu. Et que, moi, en tant que clinicien, je m'interroge. Comment est-ce qu'on peut développer une politique globale qui va en général être normative pour l'appliquer à des, ça je crois que madame l'a dit aussi tout à l'heure, pour l'appliquer à des segments de la population, voire à des individus qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et ça se trouve même à l'intérieur d'un pays et a fortiori à travers différents pays pour lesquels les mesures de politique publique à adopter ne peuvent qu'être différentes en fonction des contextes. Donc tout le problème d'une négociation, comme vous l'envisagez, elle ne va pas être d'essayer d'imposer à l'ensemble du monde un corpus de décisions communes, mais au contraire de voir comment chaque entité, qu'il s'agisse d'une nation, d'une région, d'un continent, soit à même d'appliquer à son propre contexte quelque chose qui ait un sens en matière d'amélioration de la population. Alors moi j'aurais aussi encore plusieurs remarques. C'est qu'on utilise le concept d'alimentation saine, de manger sain. Comme l'a fait remarquer Daniel, au Fonds français alimentation et santé, on ne veut pas développer une alimentation saine. Parce que pour le clinicien que je suis, ça n'existe pas une alimentation saine. Ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre. Et ça, c'est un concept normatif nord-américain qui n'est absolument pas compatible avec la culture alimentaire française. Et ça, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a effectivement, on peut faire la typologie que vous avez faite, elle a du sens à mon avis. Mais qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est meilleur? Tout système a des avantages et des inconvénients. Et je crois que vous avez évoqué ça, mais est-ce que ce qui n'est pas le plus dangereux, c'est la transition? Parce qu'on applique des nouveaux environnements alimentaires, en quelque sorte, à des populations qui n'y sont pas préparées. L'exemple typique qu'on peut donner, c'est ce qui se passe pour l'obésité en Chine, où la transition économique chinoise, qui est facile à dater, qui est facile à mesurer, s'accompagne d'un développement fantastique de l'obésité avec des taux d'augmentation de prévalence qui sont 2 à 3 fois supérieurs à celui que nous connaissons dans les pays occidentaux. Donc là, ce n'est pas forcément l'alimentation moderne qui va créer ça. C'est peut-être plutôt la transition qui fait que les gens, les populations chinoises sélectionnées sur le plan génétique depuis des centaines et des centaines d'années pour une alimentation relativement réduite, quand vous passez du bol de riz à McDo, il est clair que la fin du sujet va être modifiée par l'offre alimentaire, bien entendu. Mais les effets perturbants de la santé vont être bien plus augmentés chez
lorsque cette transition alimentaire ne s'accompagne pas d'une transition des capacités personnelles de l'individu. Ça, dans votre rapport, il n'y a pas un mot là-dessus. Hein. Je trouve que c'est dommage. Ça reste un très bon rapport, hein, je ne veux pas le critiquer, hein, mais c'est simplement des observations qu'il me semble utile de faire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait encore oui, alors là, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est une phrase sur une diapo, « invention d'une culture ». Alors là, comme phrase réductionniste, j'ai jamais vu mieux. Alors la diversité, là, les cultures différentes, tout ça, ça n'existe pas. Il y a une seule culture nord-américaine, je suppose. Parce que finalement, dans votre panel d'experts, il n'y a quand même pas beaucoup de Français, pas beaucoup de cliniciens. Hein. Les Français, ce sont des épidémiologistes qui n'ont jamais vu un patient et qui ne se sont jamais adressés à quelqu'un et qui ne connaissent pas le comportement alimentaire dans sa composition quotidienne. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on nous dit qu'on va travailler avec tous les partenaires, mais non. Dans vos panels d'experts, où sont les sociologues? Où sont les psychologues? Où sont les cliniciens? Bah, je ne sais pas, je ne les connais pas tous, les gars, là. Je ne sais pas, il y en avait peut-être. Hein. Bon, c'est possible. Mais enfin, moi, je trouve que ça ne ressort pas beaucoup du rapport. Voilà, alors j'en ai fini. Hein. Merci. J'en aurai encore à lire, mais après. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a besoin de formuler une réaction? Allez, hop. Oui, bonjour. J'ai une question. Donc, je m'appelle Éric Scoungence, INRA. J'ai une question qui s'adresse plutôt à Patrick Caron par rapport... Donc, je n'ai pas lu le rapport en détail. J'ai scanné rapidement les recommandations et il m'a semblé qu'il y avait quelques éléments qui me semblaient absents. Je voulais savoir... pour prendre deux exemples, dans les recommandations, je n'ai rien vu qui concerne les externalités environnementales liées aux systèmes alimentaires. En particulier, pour prendre un exemple simple, les systèmes alimentaires contribuent grosso modo pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 10, 20, 30 ans, la boucle de rétroaction du changement climatique aura des effets drastiques sur les systèmes alimentaires. Par exemple, je pense à la consommation de viande bovine. Donc, c'est un exemple. Le deuxième, c'est par rapport à la typologie des trois systèmes alimentaires repris dans le rapport, qu'on les aime ou pas. Il est clair que dans ce que vous appelez les systèmes modernes, l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète ne sont pas issus de la consommation de 5 fruits et légumes par jour, mais on peut plus facilement identifier quelles sont les causes plus détaillées de ces problèmes, de même pour les autres types de régimes. Je ne veux pas citer la boisson traditionnelle qu'a mentionné Patrick Caron au début de sa présentation, ou le rajout de sucre ou de graisse dans l'alimentation transformée ou hyper transformée, mais on peut évidemment aller dans un détail beaucoup plus grand. Et donc je voulais savoir si ces éléments qui m'ont semblé ne pas être présents dans les recommandations n'étaient pas là parce qu'il y avait un choix ou parce qu'ils étaient trop controversés et donc il y avait un effet de gommage ou d'autocensure lié à la recherche de consensus. On en prend une. Yvette? Oui, Yvette Soustre, CNIEL, Interprofession laitière. Moi, j'ai juste des petites remarques d'abord de vocabulaire pour rejoindre ce qui a été dit avant. Vous parlez par exemple de générer une bonne nutrition, de faire de l'éducation à la nutrition. Donc là encore, c'est très américain. Nous, on serait plutôt de l'avis de générer une bonne alimentation et de faire de l'éducation à l'alimentation. Ensuite, pour revenir sur ce que disait Madame Thirion, dans le rapport, vous parlez de nutritional food et c'est pas ce qui a été traduit par une alimentation, c'est vraiment des aliments nutritionnels et ça, on a du mal à comprendre ce que sont les aliments nutritionnels quand on est nutritionniste.
Et dans votre rapport également, vous faites la promotion des systèmes de labels justement pour éclairer des choix sur ces aliments nutritionnellement bons. Et là aussi, on a du mal à comprendre parce que dans une de vos slides, vous montrez que par exemple, les deux problèmes majeurs de santé publique dans le monde, c'est la déficience en fer et en vitamine A. Et ce ne sont pas du tout des nutriments qui sont intégrés dans ces systèmes qui sont promus dans ce rapport. Voilà ces petites remarques. Et merci pour ce rapport qui est excellent par ailleurs. Olivier Maes, je suis avocat, je m'intéresse particulièrement aux questions agri et agro. Alors j'ai un témoignage et une question. Mon témoignage, j'ai assisté hier à des états généraux décentralisés dans les Hauts-de-France sur un atelier particulièrement dédié aux questions de gaspillage. Alors il y avait là des acteurs qui étaient des banques alimentaires, des acteurs du monde des écoles, et notamment de la restauration collective. Et au bout d'échanges qui étaient assez nourris, en est ressorti les notions suivantes. 1, ce qu'il faut, c'est énormément de pédagogie sur une notion. Alors, il y a eu beaucoup de sémantique pendant cette réunion et cette conférence, qui est nécessaire, bien sûr, mais de la sémantique sur quel est le sens aujourd'hui de se nourrir. C'est une question qui a été posée. Ensuite, une question sur, effectivement, comment raisonner. Vous parlez de convergence politique, mais ne faut-il pas également, bien sûr, une convergence économique qui nécessite, selon les travaux, alors, je vois M. Lambert réagir, mais qui nécessite énormément, si vous voulez, de raisons, de mise d'énormément de raisons dans la chaîne, si vous voulez, économique, de la fourche à la fourchette. Et en plus, je rejoins Madame Thirion dans ce qu'elle disait tout à l'heure sur le fait qu'il faut également redonner du plaisir dans la notion ou le sens de se nourrir. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de ce travail d'échange tout simple dans cet état généraux hier. Ma question relève un petit peu plus de la convergence économique. J'ai non pas participé, mais suivi les travaux qu'on a appelés l'ASCO, si vous voulez, sur la sécurité alimentaire et les aspects juridiques, et ont été mis, si vous voulez, en lumière l'opposition entre la dimension sociale et sociétale qui anime le monde agricole et bon nombre de consommateurs dans leur nouveau comportement aujourd'hui, et puis la dimension de, j'allais dire, de soumission aux lois du marché contre lesquelles il est effectivement difficile de lutter, mais qui animent énormément, si vous voulez, les gros acteurs industriels internationaux, multinationales, ainsi que les groupes de distribution. Alors je m'adresse là donc à M. Caron peut-être. Est-ce que vous pensez que cette opposition est-elle inévitable? Est-elle réconciliable? Peut-elle un jour évoluer pour effectivement nourrir le rapport auquel je souscris entièrement? Et je me félicite, si vous voulez, juste pour terminer, de votre introduction en disant qu'il ne faut pas forcément, si vous voulez, produire plus, mais qu'il faut forcément consommer mieux et de façon plus raisonnée. Je vous remercie. Qui s'empare de la parole le premier à la tribune, parce que vous avez été interpellé au moins 4 ou 5 fois. Voilà. Je vous en prie, Peggy. Merci. Sur la question posée sur les spécificités individuelles versus les recommandations que peut formuler le CFS, le CSA, les boîtes de décision qui sont en fait le texte qui est issu des négociations qu'on devrait avoir, on l'espère, en 2019, sont en fait des engagements volontaires que prennent les États. C'est-à-dire que c'est des grands principes et ensuite ces États-là doivent appliquer en fonction des spécificités de
de leur pays ces engagements qu'ils ont pris au niveau voilà, étatique. Peut-être pour répondre à plusieurs questions qui ont tourné autour de cette question, je pense qu'il y a en effet, enfin nous on voit une montée de ce qu'on appelle le nutritionnisme, en anglais nutritionism, qui est un peu quelque chose que vous avez mentionné plusieurs d'entre vous, qui considère en effet, qui se concentre en fait sur les apports juste de nutriments de l'alimentation. Et nous on pense qu'il y a un enjeu à faire très attention à ça. Parce que considérer en effet l'alimentation comme X% de zinc, X% de protéines, etc., ça peut avoir des impacts fâcheux sur la façon dont on considère l'alimentation et les produits alimentaires. Et c'est pour ça aussi qu'on est très attentif à la montée en force des approches fortification et biofortification des aliments, qui pour nous ont un sens quand elles sont ciblées sur des contextes très précis, mais comme certains le mettent en avant aujourd'hui, penser que la nouvelle façon de lutter contre la sous-nutrition et notamment contre les carences en micronutriments, c'est de fortifier les aliments. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit monter de plus en plus chez certains bailleurs et dans les politiques publiques, où on présente la biofortification et la fortification comme la solution du futur. Pour nous, ça fait partie de les solutions, mais c'est une toute petite partie. Pour revenir à la question quantité versus qualité, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Plusieurs rapports montrent qu'en termes de kilocalories, ce qui est la façon dont la FAO compte le nombre de personnes qui souffrent de la faim, en l'occurrence 815 millions aujourd'hui, on produit suffisamment de kilocalories pour nourrir 9 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui. On produit suffisamment de nourriture, le problème c'est qu'on en gaspille et qu'on en perd un tiers. Un rapport qui est sorti hier dans Nature Communication dit qu'on pourrait nourrir la planète en 2050 si on la passait totalement en bio. Ce qui n'arrivera pas, on en est bien sûr. Mais en tout cas, à deux conditions, réduire les pertes et dommages, les pertes et gaspillages, et réduire la consommation de viande. Plusieurs rapports montrent aussi qu'on pourrait nourrir la planète en passant à l'agroécologie. Donc, s'il est vrai que dans certaines zones, il faut produire plus, ça c'est vrai, dans certaines zones il faut augmenter la quantité de matière produite. Il faut aussi se rappeler que 80% de l'alimentation repose sur 4 espèces végétales et 5 espèces animales. Donc ces kilocalories là, les kilocalories qui sont produits aujourd'hui pour nourrir 9 milliards de personnes, ils sont sur une biodiversité très très menue, c'est le moins qu'on puisse dire, et que du coup l'enjeu, c'est dans certaines zones de produire plus, mais c'est surtout d'augmenter la diversité de la production et surtout de favoriser l'accès. Dernier point sur la France et la nutrition. Nawel parlait de la feuille de route. Donc en effet, on a été ceux qui ont poussé pour la mise en place de cette feuille de route. On est très content de l'avoir vue annoncée par le ministre en mars dernier. Donc maintenant, on est en train de voir comment la mettre en œuvre. Donc on espère en effet qu'il y aura une accélération un peu de la mise en œuvre de cette feuille de route et surtout un budget qui soit dédié à la nutrition. La France n'a pas annoncé de financement ces dernières années pour améliorer la nutrition au Sud. La nutrition représente aujourd'hui 0,46% de l'aide publique au développement française, qui elle-même représente 0,38% du RNB. Donc il y a vraiment un effort et on appelle, et on continuera à le faire, la France à vraiment investir aussi financièrement pour lutter contre la sous-nutrition qui tue quand même un enfant toutes les 30 secondes. Voilà, merci. Merci, je vais essayer de réagir à certaines questions qui ont été posées. Alors sur effectivement, la convergence économique, ça me fait pas sourire. Hein, c'est juste qu'effectivement, c'est cette question de la répartition de la valeur entre les différents maillons de la filière alimentaire, elle est centrale dans le débat qu'on a au sein des États généraux de l'alimentation. Mais on voit aussi que quand on met tous les acteurs autour de la table, et qu'ils arrivent avec des positions qui ne sont pas des postures, on peut améliorer le dialogue. C'est ce qui se passe actuellement. Alors après, évidemment, je ne sais pas comment tout ça va se traduire dans les négociations commerciales qui vont s'ouvrir avec la grande distribution, mais il y a quand même un changement d'état d'esprit et c'est aussi important d'intégrer les consommateurs dans ces réflexions-là parce qu'il faut aussi que les consommateurs sachent quel est le prix à payer pour avoir une alimentation qui réponde à leurs exigences. Donc ça, je pense que ça, c'est très important. C'est un changement d'état d'esprit et bon, l'image, alors c'est peut-être une vision optimiste des choses, mais l'image des débats qu'on a dans les états généraux de l'alimentation, on a l'impression quand même que ça bouge.
Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et ce sujet-là, je pense qu'il existe évidemment en France, peut-être plus en France que dans d'autres pays, par exemple en Europe, parce qu'on a un secteur de la distribution qui est très concentré. Mais cette question-là, elle se pose dans le monde entier, dans tous les systèmes agricoles. Après, sur la question production agricole, quantité, qualité, agroécologie, voilà, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sur agroécologie, par exemple, alors j'ai entendu dire il faut éviter des raccourcis du style l'agroécologie, ça encourage l'utilisation du glyphosate, ou l'initiative 4 pour 1000, c'est effectivement favoriser des systèmes qui utilisent du glyphosate. Ça a été dit, ça a été écrit. Je pense que c'est totalement réducteur et ça va à l'encontre effectivement de ce qu'on défend. Je prends par exemple l'exemple de l'initiative 4 pour 1000 pour améliorer la séquestration du carbone dans le sol. Cette initiative-là, elle est directement liée à amélioration de la sécurité alimentaire. Et j'en veux pour preuve que dans les discussions qui se tiennent au sein et dans les réflexions qui sont menées au niveau scientifique, donc par le comité scientifique de cette initiative, on va mettre en place, on réfléchit actuellement à un référentiel, mais qui prend en compte l'ensemble des questions, et y compris toutes les externalités négatives environnementales. Donc je pense qu'il faut là-dessus faire attention, et cette approche qu'on appelle tous de nos voeux, de prendre en compte l'ensemble des problématiques, cette approche-là, il faut la voir sur tous les sujets, et c'est cette approche-là qu'on défend, y compris sur l'agroécologie et sur l'initiative 4 pour 1000. Voilà, idem quand on parle effectivement, vous avez parlé des externalités négatives environnementales, vous avez parlé de la viande bovine, la consommation de viande bovine. C'est vrai que c'est un sujet effectivement qui est très présent dans les discussions à tous les niveaux. Simplement, là aussi, je pense qu'il faut faire attention, parce que et pas isoler cette question-là des apports, par exemple, de certains systèmes d'élevage en matière de biodiversité, sur l'utilisation des prairies, la valorisation, le maintien des prairies. C'est important aussi ça, à prendre en compte dans le bilan que l'on fait des systèmes agricoles et de leur durabilité. Et puis dernière peut-être réaction, c'est sur donc les politiques publiques, qui s'adressent à vous avez cité des groupes. Effectivement, je pense que les politiques publiques s'adressent forcément ils sont à un moment donné obligés de cibler un certain nombre de groupes prioritaires. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait. Il y a par exemple la question des fruits dans des écoles, les actions qu'on mène en matière de restauration collective, les aides aux plus démunis. Bon, je pense que c'est important. Il y aura évidemment dans les recommandations, ce ne sera pas des mesures uniques applicables à l'ensemble des États membres. Ça sera des recommandations sur la façon, effectivement, sur la méthode à utiliser et les différents critères qu'on doit prendre en compte pour mener effectivement une politique de nutrition satisfaisante. Et puis dernière chose, je ne sais pas s'il y a des sociologues dans votre groupe, mais là effectivement je pense que c'est important, mais je pense qu'il y en a. Voilà. On va en faire parler un bientôt. Je vais juste compléter par rapport à ce qui a été dit. Vous avez souligné l'enjeu autour du gaspillage. Je pense qu'il faut aussi rappeler que dans les pays en développement, il y a une grosse partie de pertes dans les pertes après récolte, c'est-à-dire avant que ça arrive chez le consommateur. Et là, c'est peut-être un peu une problématique différente, c'est-à-dire dans les pays développés, la chaîne, la filière étant relativement performante, les gaspillages se font au niveau du consommateur, alors que finalement, dans les pays en développement, elle va se faire plus en amont. Moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à tout ça. On veut bien sûr tous limiter le gaspillage, les pertes, etc. Mais en même temps, on veut une alimentation diversifiée tous les jours à portée de main des consommateurs. Et là, on a un vrai enjeu, c'est-à-dire l'agriculture, elle est saisonnière. Globalement, il faut s'en rappeler. Je suis désolée de vous ramener toujours à l'agriculture, mais elle a des contraintes. Elle impacte sur les ressources naturelles. Elle est dépendante de l'eau. Elle est dépendante du soleil.
Et il y a des fruits et légumes à certains moments. Il y a des... Bon alors, en fonction des pays, il y a des endroits où on peut en avoir tout le temps, mais on a bien un problème de comment maintenir cette diversité au niveau du consommateur, tout en ayant des chaînes de valeur performantes qui limitent le gaspillage et les pertes. Donc je pense que c'est un vrai enjeu et il faudra regarder ça. Par rapport aux externalités négatives, je ne voulais pas dire que l'agroécologie, c'est l'utilisation du glyphosate, hein, loin de moi, cette idée-là. C'est simplement que on a une palette de propositions sur l'agroécologie, et de ma perception, c'est qu'elle n'est pas encore complètement opérationnelle. Je pense qu'on est encore beaucoup sur des souhaits. On voudrait faire de l'agroécologie, il n'y a aucun doute. On voudrait limiter les externalités négatives sur le climat, sur l'utilisation des intrants, sur la pénibilité du travail. Il faut se rappeler qu'agroécologie, en ce moment, en tout cas nous, on a une vraie difficulté sur l'acceptation de l'agroécologie dans les pays en développement. C'est parce que les gens, ils aimeraient bien avoir un travail moins pénible. Or, souvent, l'agroécologie implique plus de travail manuel. Donc, moi, je n'ai pas de solution. Je suis vraiment désolée de le dire. Et on tâtonne là-dessus. On a tous ce souhait. Et si jamais on peut pas tous passer en bio et qu'on peut nourrir la planète avec du bio, moi, je serais enchantée. Après, on n'aura plus qu'à construire le discours et la solution technique qu'on propose aux agriculteurs. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait encore. Pour l'instant, les solutions qu'on a, à certains endroits, elles marchent, à d'autres moins. La rentabilité est rarement quand même au bout. Et la rentabilité du travail, le prix auquel est acheté le produit au producteur, pour l'instant, moi, je ne vois pas de solution, mais... Je serais vraiment intéressée d'avoir vos retours là-dessus. Vous faites allusion sans doute à l'étude prospective qu'on a parlé, dont j'ai vu de quelques entrefilets dans le journal. Très franchement, c'est de la prospective, et on sait tous que la prospective, c'est essayer d'imaginer ce qui n'arrivera jamais. Donc en gros, en ayant quelques mouvements d'ensemble qui donnent quelques grandes directions. Voilà. Donc... oui, juste, je vais compléter rapidement sur l'action de la feuille de route nutrition et clarifier un peu quelques points. Il y a un schéma qu'on utilise beaucoup plutôt sur les thématiques de sous-nutrition quand on travaille dans le développement, le schéma des facteurs causaux de la sous-nutrition, qui montre qu'on a deux facteurs immédiats qui causent les états de malnutrition aiguë et chronique qu'on a vus, qui sont le régime alimentaire et l'état de santé. Et en fait, dans les pays en développement, on a souvent... on a une grosse partie des cas de malnutrie qui sont plutôt dus à des maladies, par exemple des maladies qui se propagent à travers l'eau, où l'enfant tombe malade et finalement n'absorbe plus les nutriments. Donc quel que soit le régime alimentaire qu'il a, ça ne jouera pas sur son statut nutritionnel, et c'est une grosse partie des cas. Et en dessous de ça, on a du coup les facteurs plus sous-jacents, donc ce qu'on appelle les causes plus structurelles qui déterminent ça. Donc l'état des systèmes de santé, les soins apportés à l'enfant, l'accès physique et économique à l'alimentation, etc. Et donc la feuille de route nutrition du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille plutôt sur les causes plus structurelles. Donc vraiment à travers un renforcement des systèmes de santé et des systèmes alimentaire pour justement des solutions plus long terme sur la production d'une alimentation diversifiée, accessible, etc. Parce qu'on voit très bien, et Peggy le soulignait tout à l'heure, que c'est pas parce qu'on a une augmentation de la production agricole qu'on a des conséquences positives sur la nutrition. Par exemple, très simplement, on peut avoir un projet agricole qui a même des conséquences négatives si on augmente par exemple la charge de travail d'une mère qui aura moins le temps d'allaiter son enfant, etc. Donc à ce niveau-là, l'intérêt de cette feuille de route, c'est vraiment de prendre, parce qu'on fait énormément de choses en agriculture, en eau, assainissement et en santé, et à travers les projets qui existent, de les adapter pour que ces projets permettent en fait d'avoir des impacts positifs sur l'alimentation et la nutrition. Merci. Patrick, on te laisse aller à ton dernier mot. J'ai 40 minutes, c'est ça? Bon, tout d'abord, merci. Alors, je vais répondre à quelques questions, mais forcément de manière très succincte et pas toutes. Et puis, juste dresser quelques points de conclusion de ma part. La première, être très clair, c'est pas mon rapport. Hein. Voilà, je voulais le dire. Et c'est le rapport d'un collectif. Deuxièmement, à toutes les étapes, vous l'avez vu, il y a consultation. Et je vous encourage, pour les prochains, puisque celui-là, il est déjà publié, mais à participer à ces exercices de consultation, puisqu'il est sur les versions
différentes, successives, vous pouvez réagir. Et par ailleurs, par rapport à la question posée par Eric, de mon collègue de l'INRA, il y a d'autres rapports. Et celui-ci fait écho aussi à d'autres rapports. Je signalerai le numéro 11, donc juste le précédent, qui était centré sur le rôle de l'élevage. Je signalerai le numéro 8, qui était centré sur les pertes et gaspillages alimentaires. Ce n'est pas une publicité pour tous venir les présenter. Hein. J'attirerai l'attention, pas celui sur les partenariats, mais celui qu'on vient de lancer, qui est sur agroécologie. Et par rapport au débat qui vient de s'instaurer, donc je vous engage à participer à ces processus de consultation, et en particulier sur celui sur agroécologie. Par rapport à un normatif prescriptif, alors, ouais, je pense, et je ne sais plus comment je l'ai dit ou comment je l'ai écrit, mais j'assume, mais alors complètement, le côté normatif. Il est indéniable, y compris dans le choix des mots et dans leur incapacité à être traduit. Là où la frontière est peut-être plus discutable, c'est sur la notion de prescriptif. Puisque effectivement, nous produisons des recommandations, c'est l'exercice, puisque le panel est censé assurer une interface entre la science et le politique, entre ces deux mondes-là. Il n'empêche que ces recommandations ne sont pas prescriptives par leur statut politique. Elles génèrent un débat qui peut le devenir. Alors la nuance est subtile, vous me direz. Mais on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de la construction de cette interface entre le scientifique et le politique, et qui questionne cette question de la dimension prescriptive. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions, je m'en excuse, mais je répondrai à d'autres par le biais de 7 éléments de conclusion que je ferai très rapide. Le premier, un tel rapport a pour vocation à faire échanger les différentes parties prenantes. Merci. Je crois que ça l'a illustré. Le deuxième élément, c'est le côté traduction. Effectivement, je le regrette, ça a été souligné, et c'est théoriquement en cours. Ce sont des questions essentiellement de budget et de mise en œuvre. Vous vous en doutez. Et, alors, par rapport à l'intention possible, je n'ai pas répondu à une question quand même que je voudrais défaire sur la question toujours d'Éric, est-ce qu'il y a certaines controverses qu'on aurait laissé de compter? Non, au contraire. Le HLPE a été créé pour ça, et il y a des débats animés au sein du HLPE, mais quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on donne les raisons de nos désaccords et on met les différents points sur la table. C'est une règle absolue que de faire ainsi. Donc je reviens sur ma liste. Troisième point, se dessine à l'évidence une nouvelle carte de la sécurité alimentaire. Alors l'expression aide-moi, elle n'est pas utilisée dans le rapport, mais et elle est provocatrice. C'est pas la peste ou le choléra. C'est la peste et le choléra, entre les différents fardeaux de la malnutrition. Et qui pose du coup la question, puisqu'il se dessine partout, qui pose la question également, en particulier de la typologie, de ce à quoi elle sert, et de la question du ciblage, et de la question de la politique publique, et de la conception d'une politique publique pour dépasser la dimension individuelle et pour s'intéresser à la question publique. Donc cette nouvelle carte, et à savoir comment l'appareil politique est capable de gérer la coexistence de différents fléaux, est importante. Quatrième point, une nouvelle approche est nécessaire, je pense que c'est affirmé. C'est à la fois une nouvelle approche des systèmes alimentaires et de leurs empreintes. C'est également, et alors là, si vous avez compris ça, j'ai failli, loin de moi, et loin de ce rapport, surtout, plus que moi, l'idée de culpabiliser le consommateur ou d'individualiser le choix. Je crois que la notion d'environnement alimentaire a été justement conçue pour ça, et pour faire le lien entre cette dimension collective et cette dimension individuelle. Si je l'ai mal présenté, et s'il faut le reprendre, à la limite, on peut le reprendre, mais c'est bien pour ça, et je ne vais pas paraphraser parce que vous l'avez dit bien mieux que moi, que cela a été fait. Cinquième point, décloisonner. Décloisonner pour agir, décloisonner et repenser les destins liés de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, ensemble. Relier des mondes qui ont été cloisonnés auparavant
et qui ont pensé les politiques de manière cloisonnée. Et je pense que merci au Fonds français, puisque c'est bien l'enjeu ici. Et troisièmement, décloisonner la France et le monde, en ayant certaines spécificités, mais en repensant quand même l'un dans l'autre, l'un en connexion avec l'autre, et y compris dans la manière dont on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines normes, manière de voir le monde, comme ça a été souligné. Sixième point, les actions sont possibles. Moi j'ai un rêve, alors là c'est à titre personnel, hein, c'est pas le rapport là, c'est comment arriver à reconstruire un bien public, un bien commun, en évitant deux extrêmes qu'on voit se dessiner aujourd'hui. D'un côté, une diabolisation extrême vécue par les crises médiatiques, vécue par l'accent mis sur certains qui seraient le diable, et de l'autre côté, des promesses et des leurres de win-win sur lesquels on jette un voile pudique. Bon, comment éviter cela et arriver à reconstruire un bien commun autour de cette question alimentaire? Et cela suppose, et ça a été souligné par nombreux d'entre vous, cela suppose à l'évidence des trajectoires diversifiées et appropriées à chaque situation. Le rapport, alors si vous ne l'avez pas senti, le rapport quand même insiste là-dessus. Et ne serait-ce que par le côté génétique du comité de sécurité alimentaire, qui est de dire il n'impose pas à l'État, il peut produire des normes volontaires, mais il invite les États et à différents niveaux à légiférer. Moi, à titre personnel, je sais que ça a vocation à être compris différemment dans différents contextes, là aussi, la notion de transition et de transformation arc-en-ciel. Alors arc-en-ciel, dans certains pays, ce sera le post-apartheid et le multiculturel. Dans d'autres, ce sera plusieurs aliments dans une même assiette. Dans d'autres, ce sera la paix. C'est de dire, nous avons besoin à la fois de transformations qui soient adaptées et de trajectoires à chaque contexte, et dans le même cas, de constituer une image qui fasse sens au niveau mondial. Et puis, mon dernier point, c'est, voilà, on est, je le rappelle, au début d'un processus, et je serais heureux que ce moment d'échange et cette pièce à casser puisse contribuer à ce processus. Merci.